Voyons maintenant l'influence possible de Chiron, qui transite en bélier depuis déjà quelques années et qui va continuer son périple dans ce signe encore pendant quelques années. Je crois que Chiron va y séjourner environ 8 ans en bélier. Donc, en bélier, le voici ici, et comme vous pouvez le constater, j'ai tracé une ligne rouge qui le rejoint à Pluton, et quand même une ligne bleue qui le rejoint à Jupiter et Saturne en Verseau. Donc, il y aura à boire et à manger, si je puis dire, dans l'énergie de Chiron, qui représente effectivement les questions de santé et la manière dont on les gère. Chiron, c'est aussi le diagnostic médical. Et donc, de cette façon, il représente notre capacité d'observation et d'analyse des réalités de la vie. Et en fait, la dissonance avec Pluton est relative aussi à ce qui s'est passé en 2020 par rapport à la pandémie et à ce que ça a entraîné au niveau de du taux de mortalité, etc., chez des gens vulnérables. Donc maintenant que Jupiter et Saturne vont transiter dans le signe du Verseau, en accord ou en harmonie relative avec Chiron, cela va avoir un effet normalement, enfin logiquement plutôt positif, en termes d'évolution justement des connaissances, peut-être en rapport avec cette question de santé, et peut-être la concrétisation qui serait représentée par Saturne, de quelque chose qui viendra véritablement et concrètement, donc en aide aux personnes qui pourraient être encore, disons, malmenées par des problèmes de santé. Donc ça peut indiquer des découvertes, bien évidemment, des mises au point, des inventions même peut-être, en tous les cas une évolution positive et une augmentation aussi des possibilités de recherche et des possibilités de résultats positifs. Voilà. On est, à mon avis, on sera quand même assez favorisé par ce lien entre Chiron en bélier et Jupiter et Saturne en Verseau, au moins pendant toute l'année 2021. Après, en 2022, Jupiter sera en Poisson, comme on l'a vu tout à l'heure, et en 2023, il arrivera en bélier. Donc ce sera là une autre histoire, on en reparlera en temps et en heure. Hein. Donc voilà pour Chiron, qui aura aussi évidemment un effet très, très important par rapport au transit de Mars que j'évoquerai un peu plus tard dans cette vidéo. Parlons maintenant de Vesta. Vesta est un astéroïde qui orbite entre Mars et Jupiter et qui, à mon sens, est relié à la notion d'harmonie et d'équilibre, donc de bien-être. Sa position dans un thème renseigne sur la manière dont cette harmonie, cet équilibre et ce bien-être peut, disons, se manifester et s'exprimer également. Alors on va voir les transits de Vesta tout au long de cette année. C'est un astéroïde qui met un peu plus de 3 ans pour faire le tour du zodiaque. Et là, on le voit ici au début de l'année. Hein. Au début de l'année, il est, il est à 20 degrés 36 du signe de la Vierge. Il va monter jusqu'à 21 degrés 44, puis rétrograder jusqu'à 7 degrés 3. Le 22 avril, il sera à 7 degrés 3 quand il reprendra son mouvement dit direct. Et il arrivera en Balance le 18 juillet. Donc, ça veut dire que du début de l'année, et bien avant d'ailleurs, puisqu'en décembre, Vesta sera déjà en Vierge de cette année, donc déjà en début d'année et jusqu'au mois de juillet, donc ce sont peut-être plus particulièrement les natifs de la Vierge qui seront favorisés par ce transit de Vesta. C'est, disons, une influence qui donne envie d'harmoniser les choses et donc de créer autant que possible par diplomatie ou par aussi une certaine forme de créativité, une ambiance plus agréable qui aura donc un effet chez les natifs de la Vierge pendant cette période. Et j'en reparlerai d'ailleurs quand je ferai les vidéos pour chaque signe du zodiaque.
Sauf que pendant la rétrogradation, du 21 janvier jusqu'au 22 avril, il est possible quand même que l'ambiance soit, enfin disons que les capacités et la volonté, la bonne volonté mise au service de ce qu'on souhaite réaliser en termes d'harmonisation et de bien-être soient moins évidentes. Mais tout cela reste relatif quand même. Ce qu'il faut retenir, malgré tout, de cette configuration, enfin de ce transit de Vesta, c'est elle sera, cette petite planète, c'est un planétoïde, une planétoïde ou un astéroïde, en harmonie avec le signe du Taureau, en harmonie avec le signe du Capricorne, ce sont des signes de terre. En Capricorne, on a Pluton, et en Taureau, évidemment, on a Uranus et la Lune noire. Ce qui veut dire que pendant cette période de transit de Vesta, globalement, et ça vaut pour l'ensemble des habitants de la planète Terre, une harmonisation sera possible par rapport à cette logique de changement et de réforme que j'ai évoquée quand j'ai parlé d'Uranus, et peut-être aussi d'exploitation de cette zone d'ombre, de cet inconnu représenté par la Lune noire. Et puis Pluton, ce serait à ce moment-là représentatif d'une régénération, donc d'un degré quand même d'amélioration qui va se manifester peut-être plus particulièrement quand même pour les natifs de la Vierge, du Taureau et du Capricorne, qui sont directement concernés. Et également les natifs du Cancer et du Scorpion, parce que ce sont les signes d'eau qui sont en harmonie aussi avec le signe de la Vierge, signe de terre. En face, on a Neptune. Neptune représente quand même un degré d'imaginaire qui peut intervenir de façon positive, ou le contraire. Donc Neptune représente ce qu'on peut effectivement imaginer ou croire ou avoir besoin de croire, et à ce moment-là, ça pourrait remettre en question justement l'harmonie et le bien-être et l'équilibre qui dépend de l'influence de Vesta. Et à ce moment-là, ce serait dans le relationnel que ça pourrait se manifester. Attention donc, par exemple, pour les natifs de la Vierge, attention au niveau du relationnel, de ne pas vous laisser entraîner à croire ou à fonctionner sur la base de certaines présomptions, ou à vous imaginer en fait ce qui ne serait pas vraiment le reflet de la réalité. Utilisez votre côté vierge pour faire une enquête, si on veut, en tous les cas pour faire un travail d'analyse et d'observation plutôt rationnel. Après, Vesta va passer en Balance jusqu'au 21 septembre, donc elle agira évidemment assez fortement par rapport à ce signe, parce que dans l'astrologie que je pratique, j'utilise Vesta en rapport avec le signe de la Balance depuis 1998, avec un certain succès, je dois le dire. Donc Vesta en Balance puissant, ça va évidemment favoriser considérablement les natifs de la Balance, sauf qu'en face on a quand même Chiron, qui peut indiquer qu'il va falloir faire preuve de vigilance malgré tout, en ce qui concerne les questions de santé. Et ça peut être la santé globale, la santé physique, et la santé des affaires ou la santé du relationnel. Pour les natifs de la Balance, le signe du Bélier représente quand même l'autre, puisqu'il est en face. C'est l'alter ego de la Balance, le Bélier. Et après, on va passer en Scorpion, bien évidemment. À partir du 21 septembre jusqu'au 16 novembre, ce sont les natifs du Scorpion qui seront plus particulièrement favorisés par le transit de Vesta, qui va les rendre plus diplomates et peut-être aussi beaucoup plus créatifs, voire artistiques en tous les cas. Disons que Vesta va les inciter à rechercher plutôt le bien-être que le contraire. Et c'est très intéressant, évidemment, du fait que le signe du Scorpion est en harmonie avec le signe des Poissons où se trouve Neptune. Et ça indique donc pendant cette période un potentiel accru de réaliser quelque chose qui appartient à l'imaginaire, au rêve ou à l'espérance en fait. Donc fonctionner par rapport à ce qu'on veut réaliser dans la vie, même si c'est un rêve, permet la réalisation de ce rêve, ou tout au moins la favorise, même si on n'obtient pas toujours évidemment les résultats qu'on souhaite. Et puis enfin, et jusqu'à la fin de l'année, Vesta va transiter le signe de Jupiter, le signe du Sagittaire. Le 31 décembre, Vesta sera à 24 degrés 13 du Sagittaire, donc Vesta y sera encore en début d'année prochaine, en début d'année 2022, bien évidemment. Et pendant cette période du 16 novembre au 31 décembre, voire un peu plus, eh bien, ce sont les natifs du Sagittaire qui pourront profiter
d'un bien-être relatif relié à l'énergie de Vesta. Ensuite, on va passer à Mars. Mars, c'est un astre qui, en ce moment, au moment où je vous parle, transite le signe du Bélier. C'est un transit qui a commencé le 28 juin 2020 et qui va durer jusqu'au 6 janvier 2021. Ce qui veut dire que le 6 janvier 2021, Mars va passer en Taureau. Et c'est ce qu'on va voir, évidemment, tout de suite. Donc, Mars arrive en Taureau le 6 janvier, où se trouve, évidemment, Uranus et la Lune noire. Attention, il est évident qu'Uranus représente ce que je vous ai expliqué précédemment, changement, réforme, et puis aussi phénomène imprévu ou imprévisible qui pourrait venir un petit peu comme ça, comment dirais-je, nous malmener. En malmener certains plus que d'autres, bien évidemment, sachant qu'il y a aussi cette dissonance avec Jupiter et Saturne en Verseau, que j'ai également évoqué précédemment. Mars va arriver à la longitude d'Uranus, très précisément le 20 janvier. Conjonction Mars-Uranus, avec la Lune noire pas très loin de là, c'est représentatif pour certaines personnes plus que d'autres, peut-être les natifs du Taureau, plus particulièrement. C'est représentatif d'un moment où un mauvais réflexe, une mauvaise décision, ou une précipitation, ou une réaction trop vive, trop impulsive, pourrait semer en fait la zizanie et produire un effet contraire à ce qu'on pourrait en attendre de cette réaction. Donc attention à ce moment-là, parce que ça va toucher aussi globalement l'énergie du Verseau qui représente la société, ce qui peut indiquer un début d'année 2021 marqué par des réactions et des manifestations de mécontentement, peut-être d'ailleurs en rapport avec cette notion uranienne de changement et de réforme. C'est comme si tout à coup, quelque chose arrivait de totalement inattendu et qui venait évidemment produire une forte déstabilisation dès le début de l'année. D'autant plus que, évidemment, ces deux-là viendront tout juste d'entrer dans le signe du Verseau, où elles vont avoir un effet très fort, parce que le début du transit d'un astre dans un signe est toujours le moment où son énergie est confrontée à l'élément représenté par le signe, et donc il y a une sorte de réaction thermique ou hypothermique ou épidermique, comme on voudra l'appeler, mais c'est une réaction forte, et l'astre donc donne davantage d'énergie pour s'accommoder en fait du signe dans lequel il arrive, ou de l'élément représenté par le signe dans lequel il arrive. Donc on a l'élément air ici. Oui, c'est la communication, c'est aussi, comme je le disais, la société tout entière et les gens. Donc il est possible qu'un événement se produise aux alentours du 20 janvier et qu'il soit effectivement une source de déstabilisation majeure, sociale, globale, quelque part dans le monde, hein, c'est difficile de dire où exactement, mais il est probable que ça annonce quand même un événement important. On a vu aussi qu'il y aurait une nouvelle lune le 13 janvier, donc très peu de temps avant l'arrivée de Mars à la conjonction exacte d'Uranus. Le 13 janvier, Mars sera déjà dans le signe du Capricorne, du Taureau, pardon, puisqu'il va y entrer le 6 janvier. Du 4 mars ensuite au 23 avril, ce sont les Gémeaux qui seront marqués par le transit de Mars. Attention donc, hein, évidemment, parce que Mars a tendance vraiment à augmenter l'énergie physique, vitale, à donner aussi un plus fort besoin de s'imposer, de réagir, de se défendre, de combattre. Enfin bon, on peut effectivement exploiter cette énergie de façon positive, parce que c'est un petit peu comme une arme dont on pourrait se servir, ou un outil dont on pourrait se servir pour accomplir une tâche précise, mais en même temps c'est aussi quelque chose qui peut nous dépasser et nous rendre trop impatients d'aller vers le but qu'on souhaite atteindre, avec évidemment tous les risques d'incidents que cela peut produire. Donc attention, natif des Gémeaux, sauf que Mars transitant en Gémeaux sera en harmonie avec Saturne et Jupiter.
ce qui peut permettre aux natifs des Gémeaux d'être beaucoup plus dans la notion d'efficacité de fonctionnement, grâce en fait à l'effet Saturne qui va contrôler celui de Mars pour produire une harmonisation de l'utilisation, on va dire, de l'accélérateur représenté par Mars et du frein représenté par Saturne. Peut-être que Jupiter représente l'embrayage. Jupiter, en tous les cas, représente l'évolution positive et l'amélioration qui peut en découler, bien sûr, avec les satisfactions en plus. Après, c'est le signe du Cancer qui sera marqué par le transit de Mars jusqu'au 11 juin, 23 avril jusqu'au 11 juin, en harmonie avec Neptune en Poisson, en harmonie aussi avec Uranus en Taureau. Il est fort probable que ce transit de Mars en Cancer soit utile aux natifs de ce signe, plus particulièrement évidemment, pour réaliser quelque chose qu'ils considèrent peut-être comme un rêve ou comme une espèce de peut-être de projet plus ou moins utopique ou concret. Avec Neptune, on n'est pas dans le concret, on est vraiment dans l'imaginaire. Donc utiliser l'imaginaire pour se réaliser, c'est un plus également. Et Uranus représente la notion de changement qui pourrait s'exprimer de façon positive chez les natifs du Cancer pendant ce transit de Mars, qui les aidera à prendre les bonnes décisions, je l'espère, tout au moins. Après, il s'agira du Lion, du 11 juin jusqu'au 29 juillet. Le Lion étant le signe de feu par excellence, puisqu'il est représenté par le Soleil, ça veut dire que pendant cette période, la combativité, le côté compétitif aussi des natifs du Lion sera beaucoup plus fort. Après, c'est la Vierge qui sera concernée, du 29 juillet au 15 septembre. Même chose en fait, à chaque fois, Mars augmente le besoin d'agir ou de réagir, de se défendre, de se libérer de quelque chose qui ne nous convient pas, d'attaquer. En fait, c'est aussi l'astre qui représente notre capacité à se mettre au travail. Donc si on peut se mettre au travail de manière résolue et concrète, bien organisée, parce que le signe de la Vierge a la réputation d'être plutôt bien organisé, encore qu'il y a Vierge sage et Vierge folle, comme on dit, eh bien là, Mars transite dans un signe qui est en harmonie avec le signe du Taureau, dans lequel se trouve Uranus, en harmonie avec le signe du Capricorne, dans lequel se trouve Pluton. Et ça veut dire que voilà, l'originalité d'Uranus et la force, la détermination, l'endurance représentées par Pluton peuvent être très utiles aux natifs de la Vierge pendant cette période. Après, c'est la Balance, du 15 septembre au 30 octobre. La Balance qui évidemment sera plutôt intensifiée dans sa nature profonde pendant ce transit de Mars qui représente son alter ego. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que le Bélier était opposé à la Balance, tout comme le Capricorne est opposé au Cancer. Donc tous les signes opposés représentent ce qu'on appelle le phénomène de polarité en termes d'influence, et c'est en fait l'envers de la médaille, si vous voulez. La Balance a un côté Bélier, le Bélier a un côté Balance, même si ce n'est pas forcément évident et flagrant. Il est là quand même. Et quand Mars, maître du Bélier, passe dans le signe de la Balance, donc il s'oppose à son propre signe, il devient donc à la fois une source d'intensification du besoin et des capacités d'agir, mais peut-être plus influencé par l'autre ou par les autres, donc dans une logique peut-être de collaboration, de partenariat ou d'association. On verra plus tard, également quand je parlerai des natifs de la Balance dans la vidéo qui les concerne. Et puis, du 30 octobre au 13 décembre, Mars va transiter en Scorpion, où il sera en harmonie avec Neptune, et où il va aussi être en harmonie avec Pluton, ce qui peut être intéressant et utile parce que ça veut dire que les natifs du Scorpion, pendant cette période d'environ 6 semaines, auront davantage d'énergie, de niaque, comme on dit, hein, de volonté aussi, pour agir en fonction de ce dont ils rêvent, en fait, qui est représenté par Neptune. Et puis, il y a malgré tout une dissonance avec Jupiter et Saturne en Verseau, dont il faudra tenir compte, parce qu'elle peut les inciter aussi à voir trop grand, à s'engager dans quelque chose qui peut les dépasser. Et après, et pour terminer l'année d'ailleurs, Mars va transiter en Sagittaire
Le 31 décembre, il sera à 12 degrés seulement du Sagittaire, ce qui veut dire qu'il va y séjourner jusque vers la fin du mois de janvier 2022. En Sagittaire, signe de feu, il est assez fort, comme dans le signe du Lion. Il est beaucoup plus fort dans le signe du Bélier, qui est son signe, c'est normal. Mais en Sagittaire, il est assez dynamique, ce Mars. Donc il va conférer, il va transmettre ce dynamisme aux natifs du Sagittaire, bien évidemment, qui vont se sentir vraiment beaucoup plus performants et motivés pour s'engager dans tout un tas de choses. Attention, de ne pas aller trop loin, trop vite, trop fort, non plus, évidemment. Mais on en reparlera ultérieurement. Voilà. Pour continuer, on va passer à Vénus, l'amour, Vénus, et les bonnes choses de la vie. Il faut savoir que Vénus est relié quand même au signe du Taureau, et que le signe du Taureau est réputé pour être un bon vivant. Donc il apprécie la bonne table, la bonne chair, et tout ce qui est plaisant en fait. C'est un signe vénusien par excellence. Alors, Vénus évidemment fait le tour du zodiaque beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, elle va passer 2 fois en Sagittaire et 2 fois en Capricorne. Au début de l'année, elle sera ici le 8 janvier, pardon, le début de l'année, elle sera à 20 degrés 25 du signe du Sagittaire. Elle va avoir un effet donc en décembre déjà de cette année, jusqu'au 8 janvier 2021, dans le signe du Sagittaire, pour permettre aux natifs du Sagittaire, en fait, de vivre des moments plutôt agréables. Vénus a tendance, si vous voulez, à apaiser, à rendre plus agréable, plus sympathique. Donc son énergie est intéressante aussi parce qu'elle est reliée à la notion de créativité et d'amour. Donc ça peut apporter vraiment un regain de chance aussi pendant une période de transit de Vénus. Souvent on a davantage de chance et cette chance en fait elle est aussi issue d'une amélioration de la vibration personnelle et du magnétisme, du pouvoir d'attraction des bonnes choses de la vie qu'on a tendance davantage à rechercher, ou tout au moins on y est plus sensible. Donc ça va se manifester jusqu'au 8 janvier. Mais vous voyez que le 7 octobre, donc vers la fin de l'année 2021, Vénus revient en Sagittaire pour la 2e fois, et elle va y séjourner jusqu'au 5 novembre. Voilà, donc 2 périodes propices et sympathiques pour les natifs du Sagittaire, ou les ascendants Sagittaires aussi, bien sûr, hein. Après, le signe du Capricorne, du 8 janvier jusqu'au 1er février, ils seront également favorisés par le transit de Vénus. C'est un mieux que propose Vénus, hein. Je ne vais pas revenir sur son influence, je vais simplement maintenant vous indiquer les dates, et vous allez peut-être les noter selon votre signe, hein, parce que ça vous intéressera davantage que si c'est le signe de quelqu'un d'autre. Après, du 1er février jusqu'au 25 février, ce sera le Verseau. Du 25 février au 21 mars, Poisson. Du 21 mars au 14 avril, Bélier. Après, vous allez avoir Vénus qui va transiter le signe du Taureau. C'est son signe. Donc c'est le signe dans lequel elle est à son comble, si on peut dire. Elle est beaucoup plus forte dans ce signe. Donc elle va augmenter aussi l'énergie Taureau. La volonté du Taureau de profiter des bonnes choses de la vie sera très nettement accentuée par le transit de Vénus. Ça peut apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de chance aussi, mais voilà, il faudra rester dans les limites raisonnables, ce que certains taureaux ont parfois un peu de mal à faire. Après, c'est les Gémeaux, du 9 mai jusqu'au 12 juin, qui pourront profiter de ce transit de Vénus, qui leur apportera davantage de chance, d'inspiration, de capacité de communication, etc. Et ensuite, le signe du Cancer du 12 juin au 27 juin. Après, ce sera le signe du Lion du 27 juin au 22 juillet. Et du 22 juillet au 16 août, la Vierge sera concernée. Après, ce sera le signe de la Balance du 16 août au 10 septembre. Et ensuite, le signe du Scorpion jusqu'au 7 octobre, où là, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, Vénus va repasser dans le signe du Sagittaire, puis dans le signe du Capricorne pour la 2e fois. Donc, les natifs du Sagittaire et du Capricorne
sont les petits vernis cette année du zodiaque, parce qu'ils vont effectivement bénéficier de 2 passages de Vénus dans leur signe. Et ça n'est pas négligeable du tout, croyez-moi. Parlons maintenant des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, vous les voyez ici. Parlons maintenant des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, vous les voyez ici. Ils sont en fait déterminés par l'orbite de la Lune autour de la Terre, qui est ici, et l'orbite de la Terre autour du Soleil, qui est ici. Vous avez 2 points de croisement, qu'on peut appeler nœud nord ou nœud sud. Tête du dragon, queue du dragon. Et selon les régions du monde, les noms sont différents, bien évidemment. Alors, là, on va avoir des nœuds lunaires sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, en fait, c'est sur l'axe de la communication et du savoir. Car le signe des Gémeaux représente l'intellect et les capacités de communication, donc le mental, les neurones, en fait. Et le signe du Sagittaire qui est en face, c'est, comme je le disais tout à l'heure pour les natifs de la Balance, le signe du Sagittaire, c'est l'alter ego des Gémeaux, et inversement, Gémeaux sont l'alter ego du Sagittaire. Donc dans tout Gémeaux, il y a un Sagittaire qui sommeille, si on peut dire, et inversement. Là, on a le nœud lunaire sud, et en face, le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire sud représente ce de quoi on devrait essayer, pas de se détacher, mais en tous les cas, de tirer un enseignement qui permettra au nœud nord de s'exprimer beaucoup plus ouvertement, spontanément et de façon beaucoup plus efficace. Là, on est donc dans la communication et là, on est dans le savoir. On a l'impression que cette opposition, parce que les nœuds lunaires sont toujours diamétralement opposés, est représentative d'une problématique. C'est celui qui sait, qui est représenté par le signe du Sagittaire, qui a du mal à à s'affranchir de ce qu'il sait ou ce qu'il croit savoir, alors qu'en fait, il doit aller beaucoup plus vers la communication, donc le partage de ses connaissances, de ses idées, plutôt que de les garder pour lui ou de chercher à les imposer. Il y aura donc un travail à faire, je dirais, de simplification du savoir de certaines personnes et en même temps aussi peut-être de vulgarisation de ce savoir, si c'est un savoir scientifique ou un savoir politique ou un savoir même législatif ou juridique. Il y a des textes qui sont très compliqués à lire. Donc il y a là une nécessité, c'est de simplifier le dialogue également avec les autres. Donc ce que vous savez ou ce que vous avez l'impression de savoir ou ce que vous pensez avoir acquis en termes de connaissances n'est peut-être pas suffisant pour que vous soyez comprise ou compris de ceux qui vous entourent. Et en fait, cet axe des nœuds lunaires montre bien, par le fait que le nœud nord transite le signe des Gémeaux, qu'il faut effectivement simplifier au maximum et non bêtifier, hein, ça ne veut pas dire bêtifier, ça veut dire exprimer ce qui est compliqué de façon simple pour que ce soit compris et que ce soit aussi intégré et exploité de façon positive. Et ça permettra d'abord aussi le dialogue, non seulement entre vous et les autres, quels que soient les autres, mais aussi c'est sur le plan, je dirais, mondial, un dialogue qui peut s'établir entre les différentes nations qui, parce qu'elles utilisent ou qu'elles, qu'elles ont des langues aussi et des cultures et des modes de fonctionnement différents, peuvent avoir parfois du mal à s'exprimer et donc à faire passer les messages importants. Donc la nécessité, ce sera de trouver en fait un juste milieu pour que le dialogue puisse être compris par tout le monde. Un petit peu comme pourrait le faire par exemple Mr Bean ou Charlot, c'est-à-dire faire passer des messages sans parler de quoi que ce soit, simplement par l'image, le geste et l'attitude. Et ça, c'est quelque chose qui peut tomber sous
sous le coup de cette opposition des nœuds lunaires sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc profitez ou appliquez cette capacité qu'on a tous en fait à mimer les choses pour qu'elles soient comprises plutôt que d'entrer dans des explications compliquées que personne ne comprendra. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de Mercure, mais je ne vais pas analyser ou vous donner les dates de tous les transits de Mercure. C'est un astre quand même qui fait le tour du Soleil en un peu plus de 80 jours, 85-87 jours je crois. Donc voilà. Par contre, je vais vous parler des rétrogradations. Je vais vous donner les dates des rétrogradations et les signes dans lesquels ces rétrogradations vont se produire. Voici le tableau. Ici, nous avons une rétrogradation qui commence le 30 mai dans le signe des Gémeaux, à 24 degrés 43 des Gémeaux, et qui se termine le 23 juin, à 16 degrés des Gémeaux. On l'a ici. Cette première rétrogradation de l'année 2021. Et une deuxième qui aura lieu du 28 septembre au 19 octobre, dans le signe de la Balance. Donc, les natifs des Gémeaux, dont Mercure est la planète, il faut quand même savoir que Mercure représente le signe des Gémeaux. Donc quand Mercure rétrograde en Gémeaux, les Gémeaux sont plus particulièrement affectés. Et ça veut dire qu'il y aura probablement un risque d'erreur, d'oubli, d'impondérables divers, de remise de rendez-vous, des choses comme ça qui peuvent être plus ou moins désagréables. Donc il faudra faire un effort supplémentaire pour éviter que cette rétrogradation de Mercure ne soit une source de nuisance en termes essentiellement de communication. C'est dans la communication que Mercure est le plus à l'aise, bien sûr, c'est le messager des dieux. Alors je parle des natifs des Gémeaux, bien évidemment, mais ça va nous concerner tous, qu'on soit Gémeaux ou né sous un autre signe, quel qu'il soit. Parce que cette énergie de rétrogradation de Mercure affecte tout le monde. Différemment, évidemment, selon tout un chacun, et selon le thème aussi astral, et le lieu, c'est-à-dire la maison astrologique dans laquelle cette rétrogradation va se produire. Voilà, donc notez ces dates, et dites-vous que si vous partez en voyage pendant cette période, par exemple, ça peut devenir plutôt une source d'incidents qui ne seront pas forcément des incidents dramatiques, évidemment, mais désagréables quand même. Voilà, on peut perdre quelque chose, on peut... c'est vraiment... Mercure représente la capacité qu'on a à rester connecté avec la réalité dans laquelle on se trouve. Donc si on a des pertes de mémoire ou bien si on n'est pas vraiment... si on a des pertes de vigilance, c'est évidemment dans ces moments-là que les erreurs et les incidents peuvent se produire. Et la deuxième période, c'est donc celle-ci, hein, du 28 septembre jusqu'au 19 octobre, avec un Mercure qui va revenir à 10 degrés de la Balance, et ensuite repartir allègrement vers le signe du Scorpion. Donc cette dissonance, cette rétrogradation, pour les natifs de la Balance, même chose, elle représente un moment au cours duquel il faudra faire un effort supplémentaire pour éviter d'oublier quelque chose, pour aussi se concentrer davantage. Il est probable que, en termes de communication, si vous avez des choses à écrire, des choses à exprimer, vous aurez un peu plus de mal à le faire. Que vous soyez né sous le signe de la Balance ou un autre signe, encore une fois. Et en fait, le signe de la Balance est relié à la 7e maison, puisque c'est le 7e signe du zodiaque. Donc, ce transit, cette rétrogradation en Balance, peut avoir un effet dans le relationnel. Si vous voulez vous engager dans un partenariat ou même dans un couple ou dans une collaboration, évitez la période de rétrogradation de Mercure pour organiser cela ou pour même, comment dirais-je, officialiser la dite relation ou partenariat ou association ou collaboration. Parce que cela peut en fait influer sur la nécessité, surtout quand on signe un contrat, de bien le lire et de ne pas oublier certains paragraphes ou les petites lignes imprimées en tout petit, justement pour qu'on ne les voit pas. Donc voilà, vigilance pendant cette période. Et dans la relation avec l'autre, si on considère que la Balance est reliée à la maison 7 par analogie, eh bien dans la relation avec l'autre, ça peut indiquer des risques de malentendus.
Donc il faudra faire un effort pour bien comprendre ce que l'on entend, ce de quoi on parle, et pour bien s'exprimer aussi, de manière à ce que l'autre, qui sera également évidemment marqué par le transit de Mercure, enfin par la rétrogradation de Mercure, quel que soit le thème de cette personne ou le vôtre, eh bien ça risque d'être effectivement un petit peu embêtant au niveau relationnel, avec des malentendus. C'est ce que peut représenter ce genre de rétrogradation, qui ne dure pas très longtemps. 28 septembre jusqu'au 19 octobre, ça nous fait quoi? À peu près 3 semaines. Mais en 3 semaines, il peut s'en passer des choses désagréables, n'est-ce pas? Et si vous avez des courriers importants à envoyer pendant la rétrogradation de Mercure, assurez-vous, d'une manière ou d'une autre, qu'ils vont être livrés, parce que j'ai vécu des moments assez stressants en ce qui concerne des courriers qui n'étaient pas livrés, bien qu'ils étaient envoyés en recommandé ou en lettres suivies, qui ne sont pas toujours très bien suivis. Voilà. J'ai terminé ce tour d'horizon pour 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile aussi tout au long de cette année. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois si elle vous a plu, bien sûr. Sinon, ne la regardez plus, jamais, et passez à autre chose, voilà, ou à quelqu'un d'autre. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail, et je vous souhaite, avec beaucoup d'avance, quand même, une très belle année 2021, autant que possible. Au revoir.